Les podcasts en général. Oui, En faire. oui. Ben, en faire, ben, moi, je trouve ça particulier, genre, dans le sens que moi, ma job, c'est de poser des questions, pas de répondre, là. J'avoue, t'es comme l'autre côté, toi, là. Moi, tout le temps, tu sais. Puis qu'on s'intéresse un peu à l'aspect personnel, je trouve ça un peu... Je trouve ça weird, parce que les journalistes, on est... tu sais, on est habitué d'avoir un certain devoir de réserve, puis d'être... Tu sais, même si je suis devant la caméra, puis même j'ai quand même une approche relativement personnelle, où, tu sais, je me laisse... Tu sais, je me rends quand même relativement vulnérable. On fait pas ça souvent, là, les journalistes, de se faire poser des questions un peu dans le personnel ou le parcours ou tout ça. Fait que c'est... L'exercice est intéressant, c'est sûr. OK. Le podcast est commencé. Ça, c'est une très belle intro au podcast. J'adore ça. Simon Coutu, merci d'être là. Je serais content. Ben, merci de Puis m'inviter. comme je te disais, t'es un journaliste que j'adore parce que ce que tu fais, même on parle de tu vas à des podcasts, tu vas faire le podcast, puis il y a peu de journalistes qui feraient ce genre de truc-là. Puis je pense que ça vaut la peine que même si c'est un peu étrange que tu es de l'autre côté, ce coup-là, puis que tu réponds à des questions, je pense que ça vaut la peine parce que c'est la carrière de journalisme, quelque chose de super intéressant, qu'on n'entend pas trop en détail qu'est-ce que c'est, comment qu'on se rend là. Fait que de t'avoir aujourd'hui pour en parler, je trouve ça vraiment intéressant. Cool, ben oui, avec plaisir. Je t'ai connu à cause de Carlos Guerra. Ben oui, mon ami. J'étais censé l'avoir au podcast, ça n'a pas donné finalement. Son parcours, lui, il est fou raide, là. Oui, son parcours... Ouais, moi, disons que ça a été une petite marche dans le parc, ma vie comparée à la sienne. Ouais, non, ça, je vais l'avoir, mais on peut peut-être se rester ensemble, moi puis lui, mais reste que son parcours est incroyable. Puis à travers un peu les recherches que j'ai faites pour lui, j'ai trouvé toi. En fait, j'avais vu plein de fois dans RAD, dans d'autres trucs, mais là, j'ai écouté Cannabis illégal. Ouais. Ça, j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. Cool. Je trouve ça incroyable. Puis je pense qu'il a gagné le Gémeaux pour les recherches. Meilleure recherche avec Carlos, justement. Là. Ah, c'est ça, exact. Fait que j'ai trippé là-dessus. Puis à partir de là, je me suis dit, Simon Coutu, je le veux. Cool. Puis là, il est arrivé Conviction, j'ai trippé aussi. Fait que je suis très excité que tu sois là. Excellent, merci de me recevoir. Fait que, petit carton pour te parler de ce que tu as fait tout d'abord. Fait qu'en 2005, tu as eu un bac en journalisme à l'Université de l'UQAM. Tu as travaillé pour Vice pendant plus de 6 ans. Tu as fait le documentaire Cannabis illégal, comme je te disais, qui a gagné un prix pour le Gémeaux. Tu as fait plusieurs balados comme Rap carcéral que j'ai adoré aussi, qui était une nécessité. Il fallait qu'il y ait un balado, un reportage par rapport au truc de tout ce qui est rap, prison, etc. Puis c'est génial ce que tu as fait là-dessus. Merci. Puis tu as plein de reportages chez RAD comme fraude organisée, immigration irrégulière, contrôle des armes à feu, crise de surdose, puis conviction, pour lesquelles tu étais invité à Tout le monde en parle. Félicitations pour ça. Merci. C'est très, très cool. Je t'ai invité avant que tu sois invité, puis j'ai fait « Ah, c'est vrai. Un gars du futur. » Fait que parle-moi un peu de le début, là. Simon Coutu, pourquoi le journalisme? Qu'est-ce qui fait que tu vas à l'UQAM t'inscrire là-dedans? Ben, tu sais, mon père est journaliste. Ouais. Donc, je suis un peu grandi dans une salle des nouvelles jusqu'à un certain point. Cela dit, disons que j'ai eu une adolescence un peu houleuse, puis c'était pas gagné là, que je devienne journaliste. Houleuse? En fait, disons que c'était rock'n'roll avec mon père. Là. Okay. Puis, et moi, j'étudiais en musique, en fait. J'ai fait mon cégep en saxophone, puis... lorsque j'ai terminé mon cégep, je suis parti une session à l'Université de la Havane étudier, un peu pour le fun, voyager, etc. Cool. Mais comme me servir de la musique comme un prétexte à Cuba. Puis tu sais, j'ai vu les saxophonistes, les musiciens sont tellement forts là-bas. Puis tu sais, ils ont juste ça à faire souvent, tu sais, parce qu'ils n'ont pas accès au travail, il n'y a pas les gigs qu'il peut y avoir ici, là, tu sais, tu fais pas Star Academy ou musicien pigiste qui suit une tournée, ou si tu le fais à La Havane, en fait, à Cuba, c'est clairement moins payant que ça peut l'être ici. Puis ce qui est fou, c'est que musicien aussi à Cuba, et c'est comme une des professions qui est les mieux... les plus prisées jusqu'à un certain point parce que ça te permet de sortir du pays éventuellement. Et donc, les musiciens travaillent fort, fort. Puis moi, je me regardais puis j'étais comme, j'ai pas envie de devenir saxophoniste pigiste, etc. Puis, je suis revenu, je me suis inscrit au bac en journalisme. J'ai participé aussi à un documentaire avec mon père, qui a été comme vraiment quelque chose qui nous a liés beaucoup. Un documentaire qui s'appelait Les Murs du son, qui était sur il y a Cité 2000, en fait, c'est pas loin de Molson, l'usine Molson à Montréal.
C'est une ancienne usine de caoutchouc qui est aujourd'hui, depuis des années, je pense, je suis pas mal certain, le plus gros building de locaux de pratique de musique. Puis c'est très connu pour le métal. Et moi, j'avais mon local là. Fait qu'on a fait un documentaire sur cette espèce d'usine à musique. Donc, j'ai fait ça avec mon père, puis ça m'a vraiment donné la piqûre. T'avais quel âge? 18 ans, genre. OK. Quand on a commencé. Et donc, voilà. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été intéressé par les sciences humaines, puis... Tu sais, journaliste, c'est un peu aussi une job pour ceux qui savent pas trop où ils s'en vont, dans le sens que tu vas toucher à tout, là, tu sais. Donc, tu sais, t'apprends quelque chose de nouveau tous les jours, il y a pas de routine, c'est pas redondant. Tu n'avais pas un but précis dans la l'UQAM en disant je veux être ce type de journaliste, je veux faire ce type de reportage-là? Ou... À l'époque, j'étais très axé sur le culturel. Justement, tu sais, j'étais en musique, j'écrivais des critiques de disques. J'allais tout le temps au festival de jazz, au Franco, puis je me faisais des comptes rendus pour le fun, tu sais. Puis quand j'étais au cégep, on avait aussi fondé une espèce de... Quand j'étais en musique, un magazine culturel qui a eu 3 numéros qui s'appelait La Goupille, puis avec des chums. Fait que j'étais vraiment orienté vers le culturel. Puis... Et finalement, ben j'en ai fait pas mal, là, notamment avec le rap, mais c'est pas ça que je considère comme ma priorité ou ma spécialité aujourd'hui. OK. Puis quand ça se passe à l'UQAM, quand tu étudies, as-tu la piqûre directement des cours? Complètement. Oui, mais moi, ça a été vraiment le Montréal Campus, qui est le journal étudiant d'UQAM, qui a été l'école par excellence. Encore aujourd'hui, 2 de mes meilleurs amis, le parrain de ma fille, comme je l'ai rencontré là. C'est comme... Ça est vraiment... Puis au-delà de tout ça, ça a été vraiment une école fantastique. Puis après la première année d'université, je suis comme parti 4 mois. Les vacances sont quand même longues là, à l'université. Là. En Israël, Palestine, Égypte, Jordanie. Donc, pack-sac. Sans pression, avec un peu de sous de côté, des contacts. Tout seul. Wow. Puis l'idée, c'était de publier. T'sais. Donc, je publiais, j'avais une petite lettre du Montréal Campus, puis mais en même temps, le service de presse israélien, ils connaissent pas ça. Là, mais comme pigiste, quand même, j'ai publié... il y a une guerre qui a éclaté à ce moment-là. J'ai pas réussi à entrer à Gaza, justement, parce que j'étais pigiste. Puis ça prend vraiment une carte de presse émise par le service de presse israélien. Puis j'ai pas réussi à l'avoir. Cela dit, j'ai fait plein de papiers à l'intérieur d'Israël, parce que ça se passait vraiment contre Gaza à ce moment-là, en 2006. Tu as publié où, ça? La presse, Dimanche Magazine, qui est l'ancêtre, entre guillemets, des Hôtels le Dimanche, qui est une émission de radio d'affaires publiques à Radio-Canada. Grosso modo, c'était ça. Puis faire du journalisme. Puis dans le Montréal Campus, Oui, évidemment. Faire du journalisme, justement, outre-mer, c'est quelque chose qui t'est entré aujourd'hui, non? Moi, c'est encore mon rêve, là. Tu sais, je veux dire, je l'ai fait à mort. J'en ai fait beaucoup, mais toujours comme pigiste, tu sais, dans des conditions... C'est pas facile, tu sais, dans le sens... T'es pas envoyé là-bas. Les tarifs à la pige, faut le dire, là, c'est pas mirobolant, là, tu sais, comme ça, c'est pas... Ça marche par mot, non? Ou par... Ouais, par caractère ou par feuillet, qui est grosso modo 1500 caractères, 250 mots, tu sais, mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut que tu payes ton voyage. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment... Tu le fais pour en tout cas, tu sais... À moins d'être installé à quelque part, puis d'avoir une spécialité, tu sais, des gars que je respecte énormément, comme Frédéric Lavoie, Étienne, tu sais, qui a été en Inde, mais qui a été en Russie longtemps, Étienne Côté-Paluc, qui est mon grand chum, qui est en Haïti. Tu sais, ces gens-là habitent là, ils ont leur réseau, ils vont souvent être aussi fixers, ce qu'on appelle, tu sais, donc ils vont... Tu sais, un fixer, c'est le journaliste qui est sur place quand le journaliste comme moi, genre, ou comme quelqu'un de Radio-Canada ou la presse, ou peu importe, se pointe sur place, a besoin d'un guide, tu sais, qui va parfois lui trouver des histoires, lui trouver des contacts, l'aider à se trouver un cellulaire, être son chauffeur. Tu comprends? C'est comme... C'est un peu... une espèce
d'homme à tout faire ou femme à tout faire, mais avec vraiment un angle journalistique. Mais ça, c'est des bonnes gigs, tu sais, donc parce que tu travailles pour un média. Ça, ton Radio-Can va avoir ces gens qui vont être placés. Ouais. Donc, puis aussi, tu sais, quand c'est connu que tu es sur place, ben, tu vas souvent être appelé à faire ce qu'on appelle des converses, donc des entrevues à la radio lorsqu'il se passe quelque chose dans la région. Puis ça, tu sais, lorsque tu en fais pas mal, ben c'est sûr que ça permet plus d'en vivre. Mais comme si tu fais juste des petites saucettes à gauche, à droite, pour l'expérience, ça permet de rentabiliser un voyage, ça permet de prendre l'expérience, comme je le disais, mais c'est assez difficile d'en vivre de cette façon-là. Ouais. Dans le futur, Simon, peut-être que tu vas aller quelque part. Oui, non, c'est ça. Non, moi, ça serait comme. C'est ça, le terme correspondant que j'aimerais éventuellement. C'est le mot que je cherchais. Je le trouvais pas correspondant. Y a-tu une place dans le monde que tu préférais? Ou c'est selon ce qui se passe au niveau de la politique, au niveau des changements? Ou... Ben, moi, c'est ça. Je suis allé souvent dans la région du Moyen-Orient. Puis c'est sûr que Jérusalem, c'est une des villes qui me fascine le plus. Là. C'est sûr que. J'ai reçu au podcast le photographe Droster. Il vient de publier un livre, justement, puis il a été au Moyen-Orient pendant des mois et des mois, puis la façon qu'il m'en parle, là, ça l'a transformé. Là. Ah, complètement. C'est un endroit, tu sais, c'est un peu le berceau de bien des affaires, là, tu sais, comme bien des religions, en tout cas. Puis, tu sais, c'est tendu, mais en même temps, c'est magnifique. La culture est millénaire. Non, en tout cas, Jérusalem, quand tu entres la première fois dans la vieille ville, c'est comme, waouh, c'est là que tout s'est passé. Puis c'est une des plus vieilles villes au monde? Ben, je pense que une des plus vieilles villes, pardon, c'est... Sauf erreur, c'est Jéricho, qui est pas si loin que ça, qui est dans les territoires palestiniens, qui est vraiment pas loin, tu sais, mais oui, c'est dans les plus vieilles, clairement. OK. Là, tu reviens de ce voyage-là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je continue mes études, puis mais tu sais, je continue à publier à la pige comme ça, essayer de prendre l'expérience, parce que j'aimais, tu sais, je suis vraiment tombé dedans, là, tu sais, je m'attendais vraiment pas à triper de même. Puis c'est vraiment l'aspect, tu sais, assez vite, j'ai compris que j'aimais le reportage au long cours, l'aspect un peu plus documentaire, le magazine, etc. Puis donc c'est ça, je continue au Montréal Campus, puis jusqu'à temps que je termine mon bac, puis que je fasse le stage à la presse, qui, je crois, n'existe plus, sauf erreur, mais comme nous autres, on était la dernière année avant que ça arrête, en tout cas. Puis c'était la façon d'entrer à la presse, mais tu sais, il y a eu bien des coupures, puis ils nous avaient dit on garde personne, etc. Donc, justement, moi, c'est terminé. Ce stage-là, je suis parti encore une fois dans les territoires palestiniens, puis en Israël. Puis, entre ça et Radio-Can, mettons. Parce que tu as été chez Radio-Can, tu as fait Vice, puis après tu es revenu chez Radio-Can. Ou c'est ton LinkedIn qui est mal écrit? Oui, exactement. J'étais à Radio-Canada. J'ai participé à un projet qui s'appelait Rive-Sud, Rive-Nord, qui était comme un laboratoire qui était assez comparable à ce qu'on fait avec RAD aujourd'hui, avec les moyens de l'époque. Mais tu sais, c'était... Donc, on était une gang, dont Marie-Ève Tremblay, qui vient de sortir un podcast, Marie-Ève Maheu, qui est ma collègue à RAD aussi. On était une quinzaine de jeunes journalistes à couvrir la Rive-Sud puis la Rive-Nord dans nos petits camions, puis d'essayer des nouveaux formats, des nouvelles formes de narration. Donc, moi, je faisais beaucoup de web documentaires interactifs. C'est quoi les sujets, mettons, que vous abordiez? Écoute, j'avais fait un web documentaire sur l'histoire du boulevard Tachereau, tu sais, avec l'espèce d'aspect kitsch. On essayait de rendre... moi, j'avais la Rive-Sud comme terrain de jeu. J'ai fait un autre documentaire qui s'appelait Brossard Chinatown sur la communauté chinoise de Brossard, qui est la deuxième plus grande au Québec, tu sais. Moi, j'étais bien fasciné par l'aspect multiethnique, multiculturel de la Rive-Sud, la communauté kosovare, la communauté afghane, qui est super grande à Brossard aussi. On fait
plein d'affaires, tu sais, comme les sujets environnementaux. Marie-Ève Maheu était spécialiste de tout ça à ce moment-là. Les éoliennes. Fait que c'est un peu notre terrain de jeu, la Rive-Sud. Puis le projet a duré 2 ans et demi, tout ça. Puis c'était Louis-Richard Tremblay qui était notre boss, qui était un ancien de Bande à part, tu sais. Ouais. Donc la dynamique était vraiment, vraiment tripante. Et donc, ouais, j'ai fait ça. Puis Cooper, Harper, etc. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin à Pige jusqu'à ce que le bureau de Vice ouvre, en fait. Puis comment ça s'est passé chez Vice? Comment ça s'est passé, l'arrivée et tout ça? Ben, comment que t'as aimé l'expérience là-bas? Parce que c'est un fou média, Vice. Ben, c'est encore un média, mais pas... Moi, écoute, c'était un rêve de petit cul, là, de travailler à Vice, tu sais, dans le sens... Moi, tu sais, depuis que je connais ce média, cette marque-là, tu sais, comme le Vice Guide to Travel, tu sais, quand ils ont commencé à faire de la vidéo, à l'époque, que la vidéo s'appelait VBS, j'étais tellement fan de ça. Puis c'est exactement ce type de journalisme-là que je voulais faire. Puis, tu sais, sans l'aspect trash, puis ultra gonzo qu'eux pouvaient avoir, genre se pointer à Tchernobyl puis essayer de prouver que plus tu bois d'alcool, moins tu reçois de radiation, il y a comme il y a l'aspect de non-science pas sérieux là-dedans qui m'inspire pas tellement. Cela dit, l'aspect l'aspect punk là, du média me plaisait vraiment beaucoup. Donc, tu sais, comme quand j'ai appris qui arrivait à Montréal, c'était comme je veux travailler là. Puis c'est drôle parce qu'on s'est comme croisés, parce que j'ai appelé, mais il tentait de me joindre aussi au même moment. Fait que ça a comme été vraiment cool. Puis à cette époque-là, moi, tu sais, je faisais de la réalisation, je faisais surtout de l'écrit, je faisais ma propre caméra, fait que j'étais toujours derrière la cam, tu sais, jamais on me voyait en cam. Je faisais même pas de narration, puis c'est vraiment un accident de parcours parce que j'ai comme été engagé comme recherchiste / comme ils appelaient ça field producer, donc genre réalisateur terrain grosso modo. Puis à un moment donné, il y a besoin de remplacement, puis j'ai fait comme il y avait quelqu'un qui était pas là, je me souviens plus exactement, puis je finis par faire d'être devant la caméra, puis depuis ce temps-là, c'est quasiment juste ça que je fais là, ouais. Ouais. Le Vice, à la base, c'est québécois, non? Ouais, c'est né en 94 à Montréal. Là, c'est parti, puis c'est revenu? Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, c'est... Ouais, en fait, ils sont partis en 94. Puis, tu sais, l'histoire, je la connais pas comme dans les fins détails. Je pense que l'aspect du référendum, tout ça, ça a fait en sorte que, tu sais, comme ils sont partis à Toronto, ils ont eu des subventions aussi... Puis je pense que juste l'aspect business a fait en sorte qu'on voulait aller aux États-Unis assez rapidement, là où l'argent est. Ce qui fait du sens, donc, mais tu sais, quand on a lancé Vice du jour à l'époque, c'était la première fois que Vice s'adressait aux Québécois en français. Tu sais, ça a toujours été en anglais, sinon. Là. Ouais. Puis les reportages, mettons Vice du jour, c'est toi qui décides? C'est quoi tes choix ou t'as-tu vraiment carte blanche sur les choix de reportage ou non? Quand même. Ouais, c'était cool, c'est pour ça. Je veux dire, moi, tu sais, depuis une dizaine d'années, j'ai quand même la chance, la grande chance, en fait, de faire pas mal tout le temps les sujets qui m'intéressent, tu sais. Ouais. Mais dans le sens Vice, j'avais aussi la chance d'être dans un média où comme ça coïncidait pile poil, tu sais, je veux dire, le rap, je couvrais le skateboard, je couvrais, tu sais, il y avait un band punk qui venait à Montréal, go, tu sais, tu vas y voir. Tu sais, les enjeux environnementaux, tu sais, on a fait l'Anticosti, Port-Daniel, tu sais, puis ce qui était fou à Vice aussi, c'est que, tu sais, on avait l'antenne, entre guillemets, du Québec, mais on faisait nos reportages en anglais. Puis, tu sais, Anticosti, une île où est-ce que, au milieu du golfe du Saint-Laurent, où est-ce que tu as 200 000 chevreuils, où est-ce qu'ils veulent éventuellement, finalement, ça n'a pas eu lieu, mais comme forer, tu sais, du pétrole, tu sais, comme... Pour la personne à l'extérieur du Québec, c'est hyper exotique aussi. Donc, nos reportages voyageaient, tu sais, comme... Puis, ils étaient parfois traduits, tu sais, dans
plein de langues, là. Fait que c'est fou ce que tu as dit, c'est comme le média punk, là. Ouais. Je te vois un peu comme un journaliste punk. Dans la mesure où tu couvres des sujets, où du moins l'angle que tu prends n'est pas un angle standard. Ouais. Quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, je me souviens plus, il m'a écrit ça sur Instagram, qui me considérait comme un journaliste de rue. Puis je trouvais ça vraiment cool comme... je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, dans le sens où tu prends des sujets qui sont pas tabous, mais qui sont un petit peu chauds. Puis la façon que tu les prends, c'est parfait. C'est sans jugement. Tu es vraiment dans la compréhension. Tu sais, autant que justement, conviction, on sent pas le jugement à travers le truc. Veux pas, ça reste que il y a quand même un angle un petit peu qui porte à savoir c'est quoi ton point de vue. Mais pas mon point de vue. Pas ton point de vue, mais c'est ça. C'est quand même une compréhension du sujet global parce que, tu sais, je pense qu'on est dans un monde où on s'écoute plus trop, il n'y a pas vraiment de place à discussion, mais c'est important de comprendre l'autre. Tu sais, autant dans le racisme que dans les idées de chemin de COVID, de vaccins, peu importe. Je veux comprendre pourquoi tu es contre. Je veux comprendre, puis de la façon que tu l'as apporté, tu sais, j'ai pas senti aucun jugement. Tu arrives à garder ton calme à travers le truc. Puis même si des situations, qu'il y a eu des discussions avec quelqu'un que j'ai fait, hey, moi j'aurais réagi d'une certaine façon, t'es super posé, Ouais. Ouais, c'est drôle parce que je suis pas si posé que ça dans la vie, je suis quand même quelqu'un d'intense, mais ouais, non, c'est ma façon ma façon de travailler, là, tu sais, d'être. Je veux dire, je veux pas. Mais c'est aussi que l'accès que tu peux avoir à un sujet, des intervenants, un lieu, tu sais, si t'arrives là avec tes gros sabots dans le jugement, marchera pas, tu sais, c'est comme, c'est mort d'avance, là. Il va comme pas t'écouter de toute façon, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis même le terme conspirationniste, j'ai quasi pas utilisé parce que, ou complotiste, parce que déjà, comme boum, on est en opposition si j'utilisais ce terme-là. Ah, puis en bout de ligne, ils sont pas tous pour autant, tu sais. Non, pas tous, tu sais, j'ai envie de dire, les 4 que je suivais à divers niveaux, là, clairement. Mais ils ont tous, tu sais, comme... Tu sais, selon la définition du dictionnaire, tu sais, ils voient tous un grand plan contre eux. Tu sais, c'est comme... Fait oui, tu sais, c'est comme... Il faut faire la différence entre faire et voir des complots, tu sais. Eux, ils font pas de complot, tu sais, ils ont pas... Mais ils en voient, tu sais, c'est... Ouais. Puis, avec Vice, tu quittes ou c'est parce que ça l'a fermé? J'ai quitté vraiment comme quelques mois avant que ça ferme. Oh shit. Tu quittes pour Radio-Can? Ouais. En fait, non, honnêtement, j'ai quitté parce que ça allait pas bien. OK. Le journalisme était... Je pense qu'il y avait des problèmes de leadership. Et il y avait aussi... l'entreprise au niveau mondial allait pas tellement bien. Il y a eu certains, aux États-Unis, pas au Canada. Ah oui, au Canada anglais aussi. Certains scandales d'abus de pouvoir, de scandales. Et tu sais, dans la première vague du MeToo, là. Donc, il y a eu changement de stratégie mondiale, de direction, etc. Et qui ont mené. Puis aussi, on avait un gros deal à l'époque avec Rogers, Fido, tu sais, Viceland, qui était diffusé par Rogers, puis tout ça. Puis il y avait un deal de 3 ans, puis ils n'ont pas renouvelé. Puis c'est comme si Vice Canada, dont on faisait partie, Vice Québec, avait comme mis toutes leurs billes dans le même panier. Toutes leurs billes dans ce projet-là. Et leurs œufs dans le même panier, mais c'est ça. Et c'est ça. Et je pense que ça allait pas super bien. Puis Vice, c'est comme c'est un équilibre qui penche à gauche et à droite entre le contenu de marque puis le journalisme, tu sais. Ouais. Puis je sentais vraiment que l'aspect contenu de marque était de plus en plus important. Puis que le journalisme, tu sais, qui est clairement, par définition, à court terme du moins payant. Surtout quand tu veux partir, quand tu veux faire du contenu fouillé, etc. C'était plus une priorité. Donc, puis j'aurais dû peut-être le voir venir que ça allait fermer, parce que quelques mois après, ça a fermé. Mais tu sais... mais fait que moi j'avais envie de mieux, j'avais eu d'autres offres à gauche puis à droite, donc d'autres offres, fait que je suis allé chez RAD. Ouais. Quel
quel reportage, quel contenu t'as fait chez Vice là, qui t'a marqué? T'as fait ça, c'est un de mes meilleurs contenus ever. Là, ou t'as eu du plaisir à faire? Là. Je pense que c'est Anticosti, la ruée vers le gaz de schiste. Puis aussi cannabis illégal, c'est clair. Là. Ouais. En fait, c'est ça. Moi, je voulais terminer cannabis illégal, je voulais terminer rap carcéral. Puis après ça, ma décision était déjà prise. En tête, rap carcéral n'avait aucun lien avec Vice. Dans ma tête, c'est Vice qui a produit toi ça. Indépendant qui avait... Non, c'est Vice qui a produit ça. Puis comme cannabis illégal aussi, c'est Vice qui l'a produit. OK. Donc, c'est dans ma dernière année chez Vice que j'ai fait ces deux trucs-là. Puis, en fait... Tu sais, Anticosti, c'est un reportage d'une 20aine de minutes. Puis, tantôt, je te parlais de Vice Guide to Travel. Puis, quand j'ai fait mon premier contenu, long comme ça, c'était comme un rêve de TQ qui se réalisait un peu dans le sens que je faisais un long contenu immersif, tout ça à la manière de Vice. Parce que clairement, il y avait une recette journalistique derrière ça, même si tout a l'air tout le temps comme... on se tourne vers la caméra, puis on jase, puis tout ça, c'est comme... C'est très, très... Il y a une certaine mise en scène. Ouais, c'est stagé un peu, là. Mais c'est ça. Mais après Cannabis illégal, c'est clairement, après ça, le reportage qui a eu le plus d'impact, là, clairement. Ouais. Ouais. C'est-tu un de tes plus longs, aussi? Ouais, c'est 50 minutes, ouais, c'est ça. C'est quasiment 1 heure, ça. Ouais. C'était un moyen métrage, là, comme un reportage d'affaires publiques, là, ouais. Puis, si tu pars chez Vice, pas chez Rad, c'est parce que Rad, c'est plus intéressant. Parce que Rad aussi, t'as la chance de faire ce que tu veux niveau reportage. Ben, premièrement, parce que c'est une équipe que je respecte beaucoup. J'ai plein d'amis dans cette équipe-là, puis je respecte ce qu'ils font. Puis aussi, moi, j'étais un gars qui tripe sur le numérique, puis les médias dits électroniques, donc, tu sais, radio, télé, web, là. Puis Radio-Can, c'est la meilleure place pour faire ça. T'sais. Je veux dire, au Québec, c'est là où il y a les moyens, c'est là où il y a l'innovation. Donc, c'est vraiment en fait pour ça que je suis allé là. Ouais. Puis, as-tu toujours eu ce genre d'envie-là de prendre des sujets qui sont justement pas classiques, mais qui sont quand même sujets à avoir un petit côté qui est dur de rester neutre ou... Tu sais, même juste rap carcéral, là, c'est quand même quelque chose de touché, d'aller... Tu veux pas promouvoir non plus tout ce qui est violence dans le rap, mais en même temps, tu veux quand même montrer qu'il y a du talent. C'est quand même risqué comme challenge de faire des reportages comme ça, tu sais. C'est quelque chose que tu as toujours parlé? Ben, je suis comme ça, en fait. Là. C'est tout, je veux dire, c'est autant c'est la musique qui m'a tout le temps intéressé, les sujets qui m'ont tout le temps intéressé. Donc, tu sais, je fais... Comme je te disais, j'ai la chance de couvrir les choses qui m'intéressent. Ouais. Donc, je pense pas que je le vois... Tu sais, je le fais pas parce que c'est tabou, je le fais pas parce que c'est controversé. Je le fais parce que ça m'intéresse. Puis peut-être que je le fais aussi parfois par défi aussi, tu sais, comme journalistique. Comme conviction, c'était clairement le plus gros défi journalistique que j'ai eu ever. C'était vraiment un gros défi. Là. Si on parle de reportage, mettons, comme conviction, là, comment tu fais pour réussir à convaincre les gens? Tu leur demandes. Puis direct? Ben... Tu sais... Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui pensait qu'ils ne s'assoiraient jamais sur cette chaise-là, puis tu leur as juste demandé, puis ils sont venus, là. Ben, toi, j'avais un doute. Pourquoi? Je sais pas. Justement, journaliste, t'es plus en arrière, même si tu fais la narration sur tes trucs, il y a quand même quelque chose qui me disait, c'est peut-être pas le genre de personne qui veut se mettre de l'avant, puis j'ai un doute. Ben, c'est pas une question de me mettre de l'avant. Premièrement, si t'es journaliste, puis tu te mets ta face en cam, c'est sûr que t'as un peu d'ego. Ouais. Ah ouais. Puis, deuxièmement, on pense, honnêtement, moi, je trouve que c'est important de dire... Tu sais, le podcast, c'est nice, là, c'est pas, je me justifie pas d'être venu, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai des demandes comme ça, autant même d'étudiants ou de podcasts ou d'émissions, tu sais, je pense que c'est important. On passe notre vie à demander aux gens de répondre à nos questions, tu sais. Donc, c'est comme je trouve ça cool aussi de redonner un peu comme... Parce que c'est ça. Mais je pense que, tu sais, le fait que tu viennes, c'est bien, parce que quand je dis journaliste punk ou de rue ou peu importe, là, c'est parce que je pense que c'est l'avenir dans le journalisme pour les gens qui sont plus jeunes. Parce que c'est un style journaliste qui est pas sensationnel, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est plus terre à terre, qui est plus... Tu sais, quand un gars te dit de rue, je pense, ça veut dire que c'est
plus vrai. C'est comme si un de mes potes me disait « Hey Mike, pense que je vais aller faire un documentaire sur telle affaire. » Puis c'est amené d'une façon que... On parle de Radio-Canada, des fois on parle de certains types de discussions ou de façons d'expliquer les choses qui sont peut-être moins accessibles pour des gens. Tu sais, il y a Le Devoir que je peux lire, il y a certains médias que je peux regarder qui me parlent un peu moins parce que la façon qui est amenée, c'est pas moins violent, mais toi, je sens que c'est plus vrai, c'est plus... C'est dur à t'expliquer comment, mais je pense que ce genre de journalisme-là est l'avenir. Ouais, mais... Pour que les jeunes soient intéressés. Je pense que ça fait partie... Parce que moi, je t'ai influencé, là, j'invente rien pantoute, là, c'est comme, c'est des... Je veux dire, j'étais influencé par des gars comme Buteru, même, Anthony Bourdain, dans sa façon de faire, à l'époque, ça m'a vraiment beaucoup, interpellé. Puis c'est sûr que toute l'âge d'or du Gonzo, Hunter S. Thompson, tout ça, mais tu sais, je veux dire, Urbania le fait super bien. Ouais. Mais à mon âge, j'avais pas de référent vraiment à ce que Rad est aujourd'hui, à ce que Urbania est aujourd'hui. Moi, je suis assez d'accord. Moi, j'en avais pas non plus. Tu sais, en termes de médias québécois, c'était les nouvelles, c'était LCN, c'était... Mais tout ça est hyper important aussi. Puis, tu sais, j'en fais du journalisme hyper straight aussi. Là, c'est pas du breaking news, mais des histoires, des nouvelles. Puis moi, ça me permet d'alimenter comme... de faire ma job, tu sais, puis de trouver des sources, des contacts, tu sais, creuser certains terreaux, tu sais. Puis quand, mettons, tu dis, là, mettons, prochain sujet, là, tu vas utiliser, là, que tu as goût d'écrire dessus, tu as goût de faire un docu, un reportage, comment te vient l'idée? T'étales tes idées, tu fais, OK, tel sujet, ça m'intéresse en ce moment. Quand ça se passe, le tri, vu que tu as le choix quand même un peu de choisir ce que tu veux? On a tout le temps 3, 4, 5, 6 sujets dans le calepin qu'on veut faire, c'est sûr. C'est important, je pense. Ouais. Mais après, tu sais, souvent, tu sais, mon père me dit comme une bonne histoire t'en amène une autre, généralement, tu sais. Puis, donc, puis moi, je me souviens plus qu'il me parlait de ça, je pense que c'est un anthropologue, là, qui est tu sais, le concept de laisser le territoire vierge après, un peu comme quand tu vas en camping, tu sais, tu laisses rien derrière toi, mais un peu comme quand tu fais un reportage, un sujet, d'essayer de quand le prochain journaliste va passer, ben que t'as pas brisé ou comme altéré la réputation ou comme... Puis moi, c'est quelque chose que je trouve ça... Tu sais, tu peux pas tout le temps faire ça parce que les sources, généralement, tu sais, il y a rien... Ils font ça de façon intéressée aussi, parfois. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois, il faut que tu... T'as pas le choix de te défaire d'une source, puis elle va peut-être pas être contente du reportage parce que t'es pas là pour faire sa promotion, t'es là pour faire du journalisme. Cela dit, il y a moyen de le faire tout en gardant un certain respect, puis une démarche journalistique, puis que la personne comprend que t'avais une job à faire. Donc, fait que ça fait en sorte que parfois, ben, tu fais un reportage, puis la personne te rappelle, puis une autre histoire. Puis c'est ça que les petites histoires en amènent des plus grosses, éventuellement aussi. Là. Puis au niveau des sources, là, comme tu dis, est-ce que ça arrive d'avoir des sources qui sont pas bonnes? Tu fais quand même du journalisme qui est pas mathématique, 1 + 1 = 2. Tu prends des sources de gauche à droite. Est-ce qu'il y a des sources qui te rappellent pas, que tu arrives pour les rejoindre, ça marche pas? C'est complexe. Oui, mais c'est des relations interpersonnelles, tu sais. Je veux dire, puis après, je fais pas comme mon collègue, tu sais, Thomas Gerbet, qui a des sources, puis qui sort du breaking news, puis tu sais, j'en fais un peu de ça, mais je suis plus dans du journalisme d'accès, puis de raconter des histoires, puis d'avoir de la... Tu sais, je suis moins dans l'enquête que dans l'accès. Mais, tu sais... Il n'y a pas d'histoire si tu vas pas prendre des bières, des cafés avec du monde. Si tu sais, je veux dire, il faut être prêt à perdre son temps. Là. Tu sais, c'est comme, mais tu perds pas ton temps quand tu as rencontré une source pour rien. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas grave. C'est ça la job. Puis à la limite, tu as rencontré quelqu'un que tu n'aurais pas rencontré sinon. Tu sais, c'est ça la beauté de la job. Ouais. Tu sais, mettons, tu prends le cannabis illégal. Tu es dans des lieux quand même illégaux avec des gens, même dans le truc des armes à feu avec RAD. Et où la limite entre
ça vaut la peine que j'y aille ou ça, c'est comme trop dangereux? C'est quoi ta genre de relation avec la peur, avec tout ça? Là? Ben, à la limite, c'est l'intérêt public, j'ai envie de dire. OK. Tu sais, si c'est d'intérêt public, je pense que ça vaut la peine qu'on le raconte. L'autre limite, je veux dire, c'est la loi, là. Tu sais, dans le sens... Je ne participe pas à des activités criminelles, je les documente, ou genre... Puis même, je les documente. Mes reportages, ce ne sont pas des preuves pour la police, là, tu sais, dans le sens... Ça pourrait le devenir éventuellement, mais tu sais, là, il y a une bataille juridique puis qui embarquerait, mais c'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça arrive. Exemple, là, cannabis illégal dans un champ où un gars vient voler les plants d'un autre gars. La police débarque à ce moment-là, t'es dans le champ. Il arrive quoi? T'es-tu correct en tant que journaliste ou il va falloir que tu te débattes pareil pour... Ben, ce cas-là est intéressant parce que... tu sais, moi, je participais pas à ça. Tu sais, j'ai une caméra, j'ai une carte de presse. Il y avait des courriels qui avaient été échangés le jour même entre moi et mon patron pour qu'on documente le fait qu'on allait faire ça. Donc, j'étais vraiment là pour documenter la chose parce que, tu sais, si ça existe, puis si c'est un phénomène social... Puis je pense que le marché noir du cannabis, à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, est un phénomène comme... Ça existe, là. Ouais. Puis surtout à une époque où on essaie... Tu sais, on a créé une société d'État qui veut vendre du cannabis puis mettre... Tu sais, c'était ça, là, la promesse de Trudeau, de mettre fin au marché noir puis d'enlever le pot des mains des enfants. Tu sais. Grosso modo, c'était ça, les deux promesses. Ouais. Mais t'arrives 6 mois après la légalisation, puis tu sais, comme... C'est pas fini pantoute, puis c'est pas fini pantoute encore aujourd'hui. Après, alors que... Par contre, il y a plein de gens qui disaient « Ah, ça marchera pas, la SQDC. » Je sais pas si t'as passé à côté d'une SQDC, mais ça marche, là. Ah ouais. La demande est énorme. Ouais, c'est ça. Autant dans le marché noir que à SQDC. Tant mieux si le Québec... Tu sais, je veux dire... Moi, j'ai l'impression que dans 50 ans, là, on va parler de l'époque de la prohibition du cannabis. Ouais, comme l'alcool. Comme l'alcool. Ouais. Je suis sûr. Puis on risque de parler de la prohibition des champignons, puis de toutes sortes de drogues. Là. Ce serait beau, ça. Ouais. Si le peuple agit bien face à tout ça, évidemment. C'est toujours ça le truc. Puis, si, mettons, on parle de ton quotidien. Tu es tout le temps dans les nouvelles, tu es tout le temps en train de regarder ce qui se passe un petit peu partout. Sûrement que tu lis les journaux, tu lis les journaux, etc. T'sais, moi, j'ai comme du mal à essayer de trop regarder les nouvelles parce que ça finit par être très, très, très pesant. Même si je suis à une distance de la Palestine, tout ce qui se passe, dès que j'ouvre mon téléphone, je le vois, ça m'affecte. Ça affecte ma journée. Ouais. Quand tu fais pour que ça t'affecte pas autant, quand tu arrives chez vous le soir, tu fais OK, il faut que je mette tout ce tas de problèmes, ce tas de tristesse de côté. Ben, ça t'affecte tout le temps. Pour être bien honnête, je pense que c'est une job qui est stressante, puis anxiogène. C'est sûr et certain. C'est sûr. Je veux dire, t'es tout le temps dans les nouvelles, tu sais... C'est difficile de décrocher même quand tu es en vacances parce que tout peut devenir une histoire. N'importe qui que tu rencontres peut devenir un intervenant. Tu sais, si t'es journaliste puis tous tes amis sont journalistes, t'en auras pas d'histoire, là. Dans le sens, puis tu sais, comme... Fait qu'il faut tout le temps être on, puis c'est sûr que c'est lourd. Pour vrai, mais il faut être prêt à... Tu sais, c'est ça la job, puis c'est pour ça qu'elle est belle aussi, tu sais. Donc, mais je pense que plus tu vieillis, plus, tu sais, là, tu fondes une famille, tout ça, tu as comme des mécanismes qui font en sorte que tu te protèges, puis tu te protèges un peu plus ta cellule, tu sais, ta familiale, ton petit clan. Parce que sinon, tu es tout le temps sur le cellulaire, tu sais. C'est ça, t'as-tu une genre de... Je suis tout le temps sur le cellulaire, cela dit. C'est ça, il n'y a pas une partie de la journée que tu fais, OK, là, pas de téléphone, pas de laptop. J'essaye le soir, mais tu sais, des fois, il y a tout le temps comme, OK, il y a telle histoire demain, fait qu'il faut que... J'essaie, mais pour vrai, j'ai des collègues qui sont bien meilleurs que moi. Moi, je suis pas si bon que ça. Peut-être qu'à long terme, peut-être qu'avec l'âge... J'espère, ouais. OK. Parle-moi un peu de comment devenir un meilleur journaliste. Je sais pas si c'est une façon de l'amener, mais comment tu peux t'améliorer du moins en étant journaliste? Sûrement que Simon Coutu aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Comment tu as pu
peaufiner ton style de journaliste, ta façon d'interviewer les gens? Ben, je pense qu'il faut premièrement maîtriser les outils, là. Tu sais, c'est sûr que plus tu maîtrises autant la caméra, le montage, que l'audio, l'écrit, ça donne... Tu sais, l'UQAM m'a donné ça, vraiment, parce que c'est bien les gens qui disent « Ah, c'est un bac qui est trop technique, etc. » Puis moi, ça faisait bien mon affaire parce que j'étais capable d'avoir un bon coffre à outils pour comme faire toutes sortes d'affaires. Puis c'est sûr qu'on est à une époque où ça demeure un métier qui est relativement précaire. Ouais. Il y a des coupures, ça, tu sais... Il va tout le temps avoir de la job pour les journalistes. Là. Il va tout le temps avoir du monde qui va faire les nouvelles, les gens vont avoir soif de bonnes histoires, etc. Mais quand même, si plus t'en fais, mieux c'est, à mon avis. Je pense que... tu sais, je vais peut-être avoir sonné un peu mon oncle en disant ça, mais tu sais, de plus en plus, on communique beaucoup avec les réseaux sociaux, les textos, les courriels. Tu sais, rien... Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne conversation en personne, voire au téléphone, tu sais. Puis j'ai l'impression que, puis même moi, j'en suis, là, genre de plus en plus... C'est moins compliqué, t'envoies un courriel, puis il répondra quand il voudra, etc., tu sais, mais comme, si tu fais juste débarquer, là, comme... Puis je pense que c'est un réflexe que bien du monde perd, de, comme, débarquer chez le monde, avoir... Tu sais, déranger le monde, traverser la rue. Puis moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup la vidéo, parce que t'as pas le choix de te pointer. Donc, tu sais, oser. Après, tu sais, il y a toutes les, comme, équilibre, rigueur, tu sais, comme, impartialité, tout ça, comme, c'est super important, c'est primordial. Mais ça, on a tous ça. Tu sais, on est supposé de tous avoir ça. Mais ouais, je pense que oser déranger, moi, c'est comme ça un des conseils que je donnerais. OK. Si, toi, tu disais genre reportage, cossin, là, technique, aujourd'hui, mettons, on prend une conviction, c'est le dernier, puis plus récent, là, ta part de réalisation là-dedans, c'est quoi? T'étais-tu là au montage? T'étais-tu là dans... Oui. Ben, c'est particulier, conviction, parce que j'étais tout seul pour toute la portion podcast au niveau de la collecte, là, de la cueillette. On a aussi fait un documentaire vidéo avec ça. Comme, après quelques mois de cueillette, j'ai comme fait « Wow, je m'attendais pas à avoir cet accès-là avec ces gens-là. » Puis je pense que ça serait cool de voir ces gens-là aussi. Fait que j'en ai parlé avec mon chum et collègue Frédéric Lasselle, qui est réalisateur. Donc, j'étais soit tout seul, soit avec lui. Parce qu'à la base, l'idée, c'était juste un podcast. Ouais. OK. Ouais, puis et donc ensuite il y a Daniel Martineau qui est un excellent réalisateur audio. Puis tu sais, j'aurais aimé qu'il vienne avec moi sur le terrain, mais il est vraiment arrivé trop tard. Tu sais, on avait quasi fini la cueillette, puis il est venu dans quelques manifs, mais la confiance était vraiment gagnée au niveau des intervenants, des 4 personnages. Puis j'avais comme pas envie de rajouter une personne de plus, ça aurait rendu ça un peu plus intimidant. Déjà que c'est pas des fans de Radio-Canada, les 4. Donc toute la cueillette est faite. Puis tu sais, il y a eu un travail énorme d'écoute. Tu sais, c'était dans les... Je sais pas combien d'heures, mais tu sais, c'était dans les 3 chiffres. Là. C'est des centaines d'heures de matériel recueilli. Donc... vidéo, audio, téléphone, mes petits laïus tout seul dans le char, tu sais, puis aussi tous les vidéos live que ces gens-là font, ça n'a aucun sens, la quantité de matos. Tu continues à regarder en table. Oui, c'est ça, tu sais. Donc, il y a vraiment une grosse période de digestion, là, tu sais, de comme des rushs qu'on appelle. Ouais. Puis ensuite, tu sais, c'est une grosse job d'écriture. Puis tu sais, moi, j'écrivais, puis après ça, comme... Puis il y avait un certain choc des idées avec Daniel Martineau. Mais tout est écrit, puis après ça, il y a le montage, la magie du montage, puis lui, c'est un vrai magicien du montage, là. C'est pas vrai. Moi, je lui lève mon chapeau à Daniel, c'est tellement un bon réalisateur sonore, là. Parce que
ce reportage-là dure peut-être 30 minutes, 30 minutes, je pense. La version vidéo? Ouais, la version 35, vidéo. ouais. Tu sais, ça aurait pu être comme 65 minutes et plus, là. Ça va être tellement long. Quand tu fais pour choisir comme Mais ça aurait pu être 10 minutes aussi au départ. T'sais, au départ, c'était ça un peu... L'idée, c'était comme, écoute, je fais un podcast, on va se faire un petit supplément pour Rad, parce que généralement, Rad, les formats sont ça, genre 10, 15 minutes, tu sais, à part le documentaire Street Rap, excellent d'ailleurs, de Olivier Bourmas, qui était plus long, une trentaine de minutes. Il était long, lui, avec Tizo et tout ça. Ouais, exact. Mais sinon, c'était assez court. Puis, donc, c'était ça un peu la promesse au début, mais après, tu sais, t'as 4 personnages, ça me tentait pas d'en couper un. Ouais. Fait que 35 minutes, c'était comme le minimum. Puis, mais en même temps, tu sais, c'est ça la beauté du web. Tu sais, après 35 minutes, on avait comme raconté ce qu'on voulait raconter, comme de façon assez condensée. Puis, je pense que l'attention de l'auditeur, de l'internaute, tu sais, restait. T'sais. Puis honnêtement, les chiffres nous disent que les gens l'écoutent pas mal jusqu'à la fin. Fait que c'est cool, ça. Mais tu sais, niveau budget, niveau réalisation, comment que ça se passe? Tu disais à Radio-Canada, mettons, je fais un balado. Ouais. Puis là, tu disais, j'ai l'idée de faire finalement un truc visuel, puis là, des approches avec ton projet. Faut t'es convaincre? C'est parce que je travaille à RAD à base. Puis j'étais prêté, entre guillemets, pour le service balado pour faire ce projet-là. Parce que, tu sais, l'idée de faire un documentaire audio, balado, venait de Radio-Canada sur ces gens-là qui décrochent des médias traditionnels. C'était ça l'idée de départ. Fait qu'il y avait vraiment un désir de la part d'Info à Radio-Canada de faire un document comme ça. Puis là, après ça, bon, ça s'est peaufiné au fil de mes rencontres, puis tu sais, mon pitch, les personnages qui ont accepté de participer au projet. Mais, tu sais, j'ai été approché pour faire ce truc-là. Donc, mais moi, je faisais partie quand même de l'équipe de RAD. Donc, j'ai fait, hey, mais je suis à RAD, tu sais, je suis prêté pendant une certaine période de temps. Donc, pourquoi on ne fait pas une version vidéo? Je l'ai proposé, puis go, on est parti. Là. Je pense que tout devrait être comme ça un peu. Autant balado que vidéo. Je pense que le faire dans les deux côtés, c'est bien parce que pour un gars comme moi, même si je suis un podcast, j'écoute pas vraiment de podcast. Ouais. C'est rare. Ou du moins, je vais, mettons, commencer le podcast sur YouTube. C'est drôle que tu dises ça. Parce que j'ai un podcast? Ouais. Ouais. Mais en fait, comme je te dis, souvent, je vais partir sur YouTube. Puis en plus, t'es un sportif, t'as juste ça du temps pour écouter des podcasts. Ah, là. Quand tu t'entraînes, t'écoutes pas un podcast, tabarnak? Moi, ça, je fais. Rap Cassage, j'écoutais pendant que je m'entraînais. C'est vrai. Tu vois? Ça rapport au rap, il y a quelque chose qui était plus motivant là, que juste écouter un podcast historique ou je sais pas. On dirait quand je cours, j'écoute toujours des podcasts. Ah, mais ça, maintenant, je fais du vélo, je peux en écurter. Mais si je m'entraîne dans le gym. C'est pas sécuritaire. Je sais, mais je mets un écouteur. C'est un mensonge, je mets deux, man. Je mets deux, mais je suis vraiment. T'es furtif, je fais attention. Mais non, ça, on dirait que c'est trop lent sinon. J'ai besoin de. Quand je m'entraîne au gym, il me faut. S'il faut que je deadlift 300 livres direct, il faut que je sois là maintenant. Ouais. Si j'entends. Moi, je lève pas 300 livres. Okay. Non, mais je sais comme ça peut être moins. Là. Mais quand j'arrive pour pousser beaucoup, ou sauter, ou faire ce que tu veux, push-up, peu importe, il faut une motivation directe. Le podcast, c'est quand même lent, tu sais. C'est rare, comme ça monte, là, je suis prête. Tandis que la course, c'est plus, tu veux quasiment méditer pendant que tu cours, à part ça, les stop and go, mais sinon, c'est d'intervalle, mettons. Mais sinon, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ouais, c'est ça. Je pense que d'avoir les deux, c'est bien, parce que moi, mettons, j'aime voir le visage. Ça me rend plus empathique. Il y a quelque chose de. Tu sais, si j'avais écouté juste le balado de conviction, j'aurais peut-être pas été autant justement empathique ou plus compréhensif. Ouais. Des 4 personnes qui étaient là. Mais ça, c'est une surprise, pour être honnête, tu sais, parce que souvent, le podcast va être un supplément. Tu sais, comme Théo Youssef, le podcast, le documentaire vidéo, le podcast est un supplément plus sur la démarche, etc. Tu sais. Ça, t'as raison. La Bombe, c'est un documentaire sur Maxime Fizet, qui est un militant antiraciste. Le podcast, c'est sur les aspects d'extrême droite. Fait que c'est un supplément avec un autre angle. Ma collègue Marie-Ève Tremblay vient tout juste de sortir Sugar Baby. J'ai écouté le podcast, mais le web documentaire, c'est sur sa démarche à elle dans ces sites-là de Sugar Daddy, tout ça. Donc, puis moi, honnêtement, puis je dis ça zéro parce que c'est pour dire que c'est innovant, parce qu'au contraire, on a un peu comme répété. C'est un peu 2 fois la même chose, le documentaire audio puis le documentaire vidéo. Mais, donc moi, je me disais, je me demandais si les gens allaient écouter la portion vidéo pour faire
bah, j'ai écouté, là, fait que pourquoi j'écouterais l'audio? Puis finalement, non, les deux se parlent, les gens me disent comme, ah, j'ai fini l'audio, j'avais envie... En fait, j'ai fini la vidéo, j'en voulais plus, fait que j'étais allé voir l'audio, puis vice-versa, comme, ah, j'ai écouté le podcast, puis je voulais voir à quoi ressemblaient ces gens-là, j'étais allé écouter la vidéo, puis... Ouais, honnêtement, c'était comme une expérience, puis ça a été... En tout cas, so far, ça a vraiment été positif. Ouais, mais t'as beaucoup d'écoute aussi. J'ai vu plein de gens qui le partagent constamment, fait que je suis content. C'est un ouais, honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait pogner dans le vent comme ça, ce projet-là. Puis je pensais pas non plus que j'étais sûr que je m'attendais à recevoir des tomates, là. Comme d'un bord puis de l'autre, là, tu sais, des gens qui me reprochaient de donner la parole à ces gens-là, puis l'autre aussi, comme des gens qui me reprochaient d'être le narratif principal de Radio-Canada, puis tu sais, Puis c'est sûr que j'ai eu un peu des deux. Mais j'ai surtout reçu vraiment beaucoup de commentaires positifs, puis j'en suis très, très, très heureux. T'as-tu reçu des commentaires positifs des gens qui sont justement un peu conspirationnistes ou non? Oui, quand même. Ouais. Oui, ce qu'ils me disent, tu leur donnes la parole d'une façon où ce qu'ils n'ont jamais vraiment eu. C'est pas... ils ont du temps de glace, tu sais. C'est ça. S'ils peuvent... Tu sais, si on me reproche... Honnêtement, c'est ça. J'ai eu plein de reproches, tu sais. Il y a des gens... certains personnages n'étaient pas super contents du traitement. Après, dans le 6e épisode, je leur pose la question, puis j'ai été clair tout le long, là, tu sais. Je ne fais pas un documentaire anti-mesures sanitaires. C'est pas ça que je fais. Je documente la vie des gens qui s'y opposent et je ne partagerai pas de fausses sciences, de faits non vérifiés. La pandémie existe, il n'y a aucun doute. Puis ça... Je le porte, mon masque. Je respecte les règles sanitaires, comme tout le monde. Je veux dire, si on arrête de bouger toute la gang pendant 2 semaines, ça va être fini, cette histoire-là. Le vaccin, ça va bien. Ils savaient là, que c'était ça ma position. Fait que, j'ai comme pas compris pourquoi il y en a certains qui ont été comme surpris que ce soit ça, finalement. Peut-être qu'ils pensaient te convaincre. Peut-être que vu que tu étais intime avec eux, éventuellement... Pensais peut-être que tu étais peut-être de leur côté, entre guillemets. Ah oui, je pense que... oui. Alors, je pense qu'à un certain moment... C'est beaucoup de temps que ces gens-là, là. Tu finis par... Oui, c'est ça. Par développer comme une amitié avec des gens, tu sais. Une proximité, pas une... Proximité, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Bon mot, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une proximité, tu sais. Puis c'est souhaitable parce que... Puis je pense parce qu'il n'y a pas d'accès comme ça s'il n'y a pas de proximité. Ouais. Puis je pense que ça s'entend quand même, la proximité, dans le truc, tu sais, dans le sens qu'on a laissé des affaires comme des « Hey, salut, ça va », tu sais, ne serait-ce que juste ça, là, qu'on comprend qu'il y a une certaine proximité, puis que puis je pense qu'il y a une certaine transparence qui est souhaitable de la mettre à l'écran ou de la mettre en des fois, je pense que tu ris avec eux. Oui, c'est ça. C'est important, ça. C'est important parce que, tu sais, sans dire que je suis avec eux, je suis pas avec eux. Ouais. Au contraire, même. Tu sais, mais c'est ça, c'est important de la mettre en onde, cette proximité-là. À mon avis, c'est un exercice, j'ai envie de te dire, même de rigueur journalistique de le mettre. Ouais. Et là, balado, documentaire, reportage, t'écris un petit peu aussi. Y a-tu un livre? C'est quoi? Là, tu me dis que tu vas peut-être faire du journalisme outre-mer, c'est un de tes rêves. Y a-tu d'autres choses que tu n'as pas encore touché, que tu aimerais toucher? D'autres balados, d'autres documentaires, tu sais, d'autres histoires. Moi, pour vrai, je suis vraiment sur mon X. Pas de livre. L'écriture, non? Oui, peut-être un jour, mais... Peut-être un jour. Je dis pas non à ça. C'est... J'aime vraiment ça, moi, la vidéo. J'aime vraiment ça, l'électronique. Tu sais, genre comme il y a un aspect qui est... Je dis pas non. Mais tu sais, faudrait avoir, je te dirais, l'histoire qui collerait à un livre. T'sais. Ah, c'est quand même long, un livre. Faut que t'ailles... C'est long, mais aussi, tu sais, comme... Moi, je pense que... tu sais, par exemple... Conviction, là, ça se prêtait parfaitement à un podcast, tu sais, Puis tu sais, au niveau de l'écriture, là, c'est un petit livre, là, qu'on a écrit, là, tu sais, comme... Donc, mais, tu sais, il y a des fois, t'es comme... Tu sais, Cannabis légal, c'était un documentaire qu'il fallait faire avec ça. Des fois, t'as une petite nouvelle, c'est une petite nouvelle. Tu sais, peut-être qu'un jour, il va y avoir une histoire où, comme...
l'accès caméra sera pas permis, c'est pas possible, puis même audio, puis la façon de raconter ça, ça va être un livre. C'est ça la beauté du web, en tout cas, là, tu sais, puis un livre, c'est pas le web nécessairement, mais tu sais, la beauté du web, c'est de pouvoir s'adapter à tous les formats selon les histoires. Des cours, des longs, des vidéos, des photos, des articles. C'est ça, tu sais. Puis un jour, ben, peut-être que justement, le web ne s'y prêtera pas, puis ça va être le livre, puis je dis pas non. Hein. OK, cool. 5 questions pour toi, pour la fin, Simon. OK. Tu m'as déjà envoyé des réponses. Tu es le seul à qui. Non, mais j'avais pas compris. Tu m'envoies des questions, je te réponds. Des réponses. Je les ai pas lues, hein. Quand j'ai vu que tu as répondu, j'ai juste. Pas regardé. Cool. Puis je t'ai répondu. En général, on n'envoie pas les réponses. Donc, première question, tu es stressé, anxieux. Qu'est-ce que tu fais à part du cyclotourisme jusqu'à Chicago? Ben, du basic, de la course à pied, de la bande dessinée, puis bonne bière, un bon verre de vin. Là. Quel podcast t'écoutes, mettons? Tantôt, tu disais que t'en écoutes quelques-uns. Qu'est-ce que t'écoutes? J'en écoute plein. Honnêtement, tu sais, j'essaie d'écouter le plus possible de ce qui se fait en podcast documentaire, tu sais. This American Life, moi, ça a été comme une révélation quand j'ai commencé à écouter ça. Peut-être te surprendre, mais j'aime vraiment beaucoup le podcast à Mike Ward. Je suis pas vraiment je suis pas vraiment original là-dessus parce que c'est comme le podcast le plus téléchargé au Canada, je pense. Là. Ah ouais. Mais j'aime justement cet aspect. Tu sais, c'est ben trop long, là. Mais c'est correct, tu sais, c'est une affaire comme. Pour en venir à ta première question, là, pour me vider la tête, là, j'aime bien écouter ce podcast-là. Puis, donc, mais c'est ça. Sinon, les podcasts de Gabriel Allard-Gagnon, que ce soit comme Bienvenue à la Cité des Prairies, justement La Bombe, Théo Youssef, son dernier Daesh. En tout cas, j'ai oublié le nom du c'est un grand réalisateur de podcast, à mon avis. Je vais écouter ça. Ouais. Niveau podcast, justement, tu reçois quelqu'un qui t'inspire, qui t'invite? Ben moi, je suis quand même un peu chanceux parce que ma job me permet j'ai répondu à ton truc, puis après, j'étais comme... Qu'est-ce que tu as répondu en courriel? Moi, j'ai répondu que je suis fasciné par une femme qui s'appelle Laura Jane Grace, puis j'aimerais ça, puis j'étais comme, je l'ai déjà reçu quand j'étais chez Vice, tu sais, comme... mais c'est ça, tu sais, fait qu'on j'ai quand même la chance de pouvoir... Puis je suis pas un gars qui est très fan de gens dans la vie, tu sais, comme... Mais tu sais, je suis comme vraiment un fan du groupe Against Me, puis ben ouais, c'est ça, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec elle. Tu sais, au niveau local, j'étais un méga fan de Connaisseur Ticazo, tu sais, puis comme c'est quelqu'un que je connais très bien, tu sais, qui était dans la rap carcérale, puis ben pour vrai, moi, j'aimerais ça faire quelque chose de bien plus long sur Connaisseur Ticazo. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais. Je connais pas trop son histoire maintenant. J'ai écouté évidemment Block B, tout ça, quand j'étais jeune, là, à côté. Son album, j'ai écouté, mais on dirait que la partie entre les deux, il manque de... Dans son album, je sens pas tant qu'il explique où il était pendant tout ce temps-là. On dirait que je manque de... Je relate moins un peu parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi l'album maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il sort... Je sais pas si tu me suis. Il faudrait que tu le reçoives, là. Je veux pas répondre à sa place. Je connais plein de réponses à ça, mais tu sais, je veux dire, c'est un gars qui a un vécu exceptionnel, là, dans le sens pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il y a un phénomène de mode, tu sais. Je veux dire, il y a le rap un peu plus... Tu sais, 90, boom bap revient, un peu comme la mode en soi des années 90, tu sais, puis avec comme... Le rap street aussi, je te dirais, il est quand même revenu aussi d'une couple d'années, là. C'était parti par un petit bond, on dirait. Ben, je pense qu'il n'est pas parti, mais qu'on s'est peut-être un peu plus ouvert les yeux à ça. Puis on s'est peut-être un peu déniaisé aussi, j'ai envie de te dire, au Québec.
Puis c'est ça aussi, tu sais, avec des labels comme Griselda aux États-Unis, à Buffalo, tu sais, comme qui ramènent un peu ce son-là, très cru. Je pense qu'un album comme Normal de l'Est comme est arrivé vraiment au bon point. Puis c'est ça, moi je suis vraiment un fan de ce qu'il fait. OK. Si je l'invite, je te le dirai. Niveau livre, film, c'est un livre que tu peux lire tout le temps ou un film que tu peux tout le temps écouter? C'est quoi? La haine, man. Gros film. Ouais, moi c'est un film qui m'a vraiment, vraiment marqué. Puis tout récemment, les Misérables, m'ont pas vraiment... Parce que la haine... J'ai failli l'écouter avant hier, Les Misérables. J'ai fait, il y a quelque chose qui est pas réel, qui est pas... Ça a l'air d'être actuel. Ça a l'air d'être un... Puis là, c'est un préjugé, là, j'ai pas vu le film. Mais ça a l'air d'être un film fait par quasiment, pas la bourgeoisie française, mais quasiment ça. Je pense pas. Puis je pense que moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, un peu comme les frères Safdie font, tu sais, comme vraiment des non-acteurs, tu sais, puis du monde du hood qui sont dans dans le film. Puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Puis tu sais, la haine, c'est cette époque-là, ce son-là du rap français. Tu sais, Vincent Cassel qui est extraordinaire. Non, le texte du film est incroyable. Ouais, tout fou. Le texte, c'est fou. J'aurais pu me faire tatouer, je pense, 18 phrases là, de ce film-là. Ça n'a aucun sens. Là. Non, c'est ça. T'es-tu fan de rap français ou non? Oui, quand même. Ouais. Quand même, ouais. Aujourd'hui, t'écoutes quoi, mettons? De rap français, j'aime beaucoup Booba. J'aime encore beaucoup IAM. Sinon, mais j'en écoute. Je pourrais pas dire que je suis un rap head de rap français. Non, pas tant que ça. Plus québécois? Quand même, tu sais. Puis c'est comme la job à Vice à l'époque, tu sais, qui m'a un peu poussé à m'y plonger parce que c'était. Tu sais, je veux dire. Puis on parle pas d'il y a si longtemps, là, c'est il y a 7-8 ans. Tu sais, à part certains médias spécialisés, tu sais, Bande à part n'existait plus, Le Voir vivotait, Ici n'existait plus, Nightlife aussi vivotait, tu sais, comme, donc, on dirait qu'il y avait comme le champ libre pour couvrir cette musique qu'écoute tellement de monde. Puis il y avait, tu sais, comme c'est le début de tu sais, des Enima, White Bee, 514, tu sais, puis Canicule est arrivé par après, puis Soulja, des gros chiffres, là, sur YouTube, là. Sur Soulja, il y a beaucoup de chiffres. Tu sais, que... Beaucoup de chiffres. Ouais. Mais tu sais, c'est un des gars que je vais avoir sur le podcast. J'en ai pas parlé, là, pour essayer de l'avoir, là, mais son horaire est compliqué, mais lui j'avais 16 ans, man. J'écoutais Soulja dans le temps qu'il a une barbichette. C'était vraiment la vieille époque, là. Puis un gros chien, ouais. Ah, dresse ça. Ouais. Puis il a continué. Puis ça, par contre, il est fou, là. Ah, énorme respect pour Soulja. Ah ouais, un jour, je vais l'avoir. OK, si tu peux peindre le bonheur sur une toile, qu'est-ce que je vois? Ma petite fille, man. Ouais, c'est ça. À quel âge? Ah, 8 mois. OK, c'est ça, c'est tout récent, là. Ouais. Ça se passe bien, la vie de nouveau papa? Vraiment. Ouais, vraiment. Franchement, ouais, c'est comme... Il fait longtemps que c'était voulu, puis elle est fantastique, là. Franchement, on a du gros fun, puis... Non, ça... Tu sais, on a comme plus accueilli dans notre monde qu'elle l'a chamboulé, tu sais. Puis après, on est chanceux, on a un bon bébé, mais tu sais, t'as des gens qui revirent leur vie au complet à l'envers pour accueillir un bébé. Nous autres, c'est comme intégré à notre routine. Des changements, là, plein de changements, mais c'est chill, là, c'est cool. OK, cool. Dans la question, 60 secondes par la terre entière. Qu'est-ce qu'on entend de Simon Coutu? Moi, ça parlerait, je pense, d'antiracisme. Là. C'est... Tu sais, moi, je comprends pas. Je comprends pas... des inégalités, tu sais, comme je m'indigne face à plein d'injustices puis d'inégalités, mais
Mais je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi on se bat pour des questions raciales, pourquoi on représente... Tu sais, il y a pas de... une représentation, tu sais, digne des communautés culturelles, autant dans les médias que partout. Ouais, moi, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher puis qui m'indigne profondément. Clairement. J'ai reçu Carla Beauvais, je sais pas si tu connais. C'est elle qui a mis sur pied le Gala Dynastie. Oui. Grande femme. Ouais. Grande femme, juste là 2 semaines. On a parlé de ça un petit peu aussi. Puis c'est ça. Elle m'expliquait des situations. Puis j'étais comme... Pour moi, c'est quasiment impossible de croire que des choses encore comme ça peuvent arriver à ce temps-ci. Après tant d'évolution de l'être humain, on est encore au point de regarder quelqu'un selon une couleur de peau, selon leur attention sexuelle. Ça me fait capoter. Ça me met dans... C'est une des raisons pour lesquelles c'est dur de regarder les médias, tu sais, parce que quand je vois des choses comme ça me fait bouillonner, j'ai goût de tout briser, puis dans le quotidien, je pense qu'on peut aider, mais il y a une certaine limite que je peux essayer d'accomplir, tu sais, que je peux faire changer les choses. Fait autant regarder les médias qui peuvent être autant éducateurs que justement comme traumatisants de voir des choses, puis ça me... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je dis ça, mais j'ai une position particulière. Tu sais, moi, je suis un homme blanc privilégié, etc. Mais justement, tu sais, je veux dire, c'est... Il y a faut des hommes blancs qui je peux être sont un allié, indignés. tout ça, puis go, là, comme... Non, c'est ça. Moi, je suis pro-discrimination positive. Un gars comme Dynastie, c'est fantastique. Ben oui. Tu sais, c'est fantastique, mais honnêtement, c'est fantastique, puis je pense que c'est important, mais ce serait cool aussi qu'on en ait peut-être pas besoin. Mais même, en tout cas, je sais, faudrait demander à elle, en fait, parce que, tu sais, le jour où est-ce qu'on en a plus de besoin, je pense que ça serait quand même cool qu'il y en ait un. Tu sais, comme, c'est... Ah, je comprends. Je sais pas, tu sais, je pense qu'on parlait des quotas, justement. On parle d'une communauté, quand même, tu sais. Ouais. Je sais pas si c'est une nécessité, mais... Je sais pas. C'est pas à moi de dire ça. Non, c'est ça, clairement. Ouais. Mais je pense que tu fais des choses pareilles avec juste le fait que tu mettes le rap de l'avant. Tu parles de 514. Je veux dire, c'est quand même... Tu couvres quand même une communauté de rap au Québec qui devrait être mis de l'avant parce que les vues sont là, parce que le talent il est là. Ah ouais. Puis que les radios, clairement, c'est pas le genre de truc qu'ils vont mettre de l'avant. Fait que veux pas, tu fais quand même une bonne différence dans la culture rap au Québec. Puis au niveau des communautés, ça fait une grosse différence que tu sois là pareil. Ouais. Je le faisais plus auparavant là, parce que je donne plus vraiment dans le journalisme culturel. Comme à l'époque de Vice du jour, j'avais vraiment ce loisir-là. Ça me manque quand même un peu. Mais après, c'est un choix aussi là, mais tu ouvres des portes quand même, tu sais ça, je veux dire. Ben, en tout cas, on essayait de donner de la visibilité à quelque chose qui le méritait. Là. Ouais. T'es humble, mais je pense que tu as réussi quand même à faire un gros changement dans le rap. Puis même ton collègue Chérad, le truc qu'il a fait de 1 heure, c'était... Ah, c'était top notch. Franchement, c'était cool. C'était cool. Puis il a gagné un gros Gémeaux pour ça. En ondes. Puis il y avait des gros gars, là. Tizo, Soulja, Easy S. Des gens importants. Des gens importants dans le scène. Il n'avait pas Connaisseur, t'es là? Non, on n'avait pas Connaisseur. Non, Connaisseur, à cette époque-là, il était... Ben, tu sais, il a participé à Rap Carcéral, mais il voulait pas venir devant la caméra parce qu'il avait comme rien à défendre ou à présenter. Là, ouais. Clairement, il y a de quoi, là. Ouais, clairement. Bon, Simon, c'était très cool. Yeah, je suis content d'avoir eu. Merci d'avoir été là. Puis merci de l'invitation. Continue le style de journalisme. Je pense que c'est... Il en faut. Dès que je vois un truc de rad, je clique dessus, je l'écoute. Dès que je vois un truc qui semble à Simon Coutu, je clique parce que ça m'éduque d'une façon, ça me va voir les choses différemment. Puis de comprendre les gens derrière une situation au lieu de juger directement, je pense que c'est la clé, autant au niveau du racisme que plein de trucs. Fait que je pense que c'est très important ce que tu fais. Merci, man. Merci, man.